Les principaux résultats de notre rapport, c'est d'abord montrer qu'il y a deux générations différentes des groupes criminels au Brésil. Une génération plutôt basée sur le contrôle territorial, une autre génération beaucoup plus sophistiquée qui pense surtout les chaînes de valeur de marchés illégaux. Première génération CV, Commando Vermelho, Commandement Rouge, une organisation qui est à l'origine de Rio de Janeiro. Et deuxième génération, beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus faite pour une expansion territoriale et qui cible surtout la régulation des marchés illégaux. Le PCC, Primeiro Comando da Capital, premier commandement de la capitale. Ces deux générations, disons, des groupes criminels très bien organisés, ils apparaissent pas beaucoup dans la vie quotidienne des forces d'ordre, de services de sécurité en Guyane. Ce qui apparaît comme factions criminelles brésiliennes là-bas, c'est surtout des groupes armés, des jeunes, des bandes armées qui vont faire beaucoup de bruit, vont attirer beaucoup d'attention, mais qui en fait n'ont pas le pouvoir de décider grand-chose dans la vie des marchés illégaux, transnationaux, de cocaïne, etc. D'un côté, les services de sécurité, ils vont être confrontés surtout à des cas de violence, homicide, braquage, règlement des comptes, etc. Mais derrière ça, et qui sont couramment, disons, commis par des jeunes brésiliens. Mais à la fin, on va voir que ces jeunes, ils ne sont que la partie émergée ou apparente d'un iceberg criminel beaucoup plus important. À la fois, on va voir un jeune qui met pas une gant pour faire un braquage et il fait partie en même temps d'une organisation, il est la face visible d'une organisation beaucoup plus sophistiquée qui peut exporter des tonnes de cocaïne, qui va gagner des centaines de millions d'euros. Et c'est ça qu'on essaye de montrer, qui derrière, disons, cette sauvagerie d'une violence brutale qu'on peut voir, il a tout un système très 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 sophistiqué de gestion des marchés illégaux qui aujourd'hui sont transnationaux. En 2015-2016, on passe par un moment de changement dans la forme d'organiser vraiment l'exportation de cocaïne de l'Amérique latine, surtout vers l'Europe. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. En Colombie, on a la désarticulation, disons, par les accords de paix de quelques acteurs qui étaient très importants du côté production de feuilles de coca et transformation en cocaïne. Ça ouvre un peu la porte avec la pacification en Colombie pour des acteurs criminels mexicains et brésiliens qui se rapprochent beaucoup plus du côté production. En même temps, on a le PCC côté brésilien qui fait des alliances stratégiques des marchés avec des groupes criminels européens et aussi latino-américains pour améliorer la logistique de la cocaïne envoyée en Europe. Une professionnalisation très importante, une collaboration entre les groupes européens et latino-américains pour faire une espèce de plateforme où la drogue elle va passer quand elle vient en Europe. La discussion sur les marchés illégaux en sociologie, il a longtemps qu'il a une proposition de Peter Reuter qui va penser les marchés illégaux comme des sabliers, les marchés des drogues surtout, comme une forme de sablier. On a beaucoup de producteurs qui ne sont pas puissants en eau. On a beaucoup des acteurs qui vont faire l'opération de détail en bas, qui sont des acteurs très visibles et moins puissants dans la capacité de réguler la chaîne de valeur. Et dans les centres, on a l'intermédiation. On a très peu d'intermédiaires, en fait, très peu d'acteurs qui sont capables de faire l'intermédiation. Ça veut dire de connecter tous les acteurs des productions et tous les acteurs des distributions de la drogue. Dans ce trafic transnational de cocaïne, il y a très peu d'acteurs qui sont capables de faire vraiment la connexion entre le côté européen et le côté latino-américain. Une des factions brésiliennes les plus importantes, le PCC, il est un de ces acteurs qui sont vraiment importants. Avec quelques autres groupes, on a pu voir un changement d'échelle de distribution de la cocaïne qui est global. Alors d'abord, pour penser la criminalité organisée, il faut penser au moins deux choses en même temps. D'un côté, les marchés illégaux, la dimension économique, comment ils s'organisent, comment les marchés sont régulés. Et de l'autre côté, la gouvernance de ces marchés.
Federico Varese, mon collègue ici au CE, il travaille exactement sur ça, la différence entre la gouvernance et l'opération des marchés. Les différents acteurs qui font la gouvernance, la régulation d'un marché et de l'autre côté, les acteurs économiques qui vont faire de l'argent dans le marché. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il n'y a pas que le marché de cocaïne qui intéresse aux factions ou aux groupes criminels. En Guyane, on va avoir par exemple l'orpaillage illégal, qui est très importante. On va avoir la prostitution, les trafics d'êtres humains. On va avoir les autres drogues. On va avoir les contrebandes, etc. Les groupes qui vont faire la gouvernance de ces marchés, ce n'est pas exactement les mêmes personnes qui vont faire la circulation de ces marchandises illégales, qui vont circuler des pièces de véhicules volés, etc. Il faut penser qu'il y a toujours des acteurs qui font cette gouvernance et des acteurs qui sont surtout des entrepreneurs indépendants à chaque marché. D'abord, on pense à ça et notre rapport il montre très clairement qu'il y a les factions qui font un peu la gouvernance des différents marchés. Mais sociologiquement, on sait et on prévoit que s'il y a un marché illégal, il va avoir toujours à côté un marché de protection de cette circulation illégale. Qu'est-ce que ça veut dire? La protection d'un marché illégal. Normalement, la corruption. Normalement, on va avoir, au lieu d'empêcher la circulation d'une marchandise, un agent peut faciliter, tolérer ou même protéger la circulation de cette marchandise. Alors on prévoit que quand un marché illégal il monte en puissance, que la protection de ce marché elle va être plus importante et qu'il y a du risque à la corruption, un risque plus important de corruption. C'est ça qu'on a vu en Guyane, c'est ça qui alarme un peu toutes les autorités qui sont impliquées en faire face à ces sujets et que ces risques, il est réel, que la corruption, elle monte en échelle de la même manière que le marché, il a monté en puissance. Les risques de corruption, il va augmenter forcément. On montre en fait deux échelles de problèmes, disons, dans les rapports, d'une façon narrative et très concrète. D'abord, une trajectoire de vie d'un gamin, d'un garçon qui, à l'âge de 14 ans, intègre les factions criminelles et à l'âge de 18 ans va être arrêté et qui fait un peu le parcours typique de jeunes très vulnérables socialement qui sont recrutés par les marchés illégaux, qui sont un peu la partie visible de la criminalité organisée. Après ça, on montre une saisie de 10 tonnes de cocaïne dans la côte de Martinique, après passer par la Guyane, qui montre la puissance économique qui est derrière, disons, ces types d'organisations criminelles. Quels sont les éléments de contextualisation de cette criminalité? D'abord, d'un côté, une énorme sophistication et professionnalisation criminelle, et de l'autre côté, l'utilisation des inégalités locales et des énormes écarts d'insertion professionnelle qui vont faciliter les recrutements de manœuvres et de agents pour les marchés illégaux. Alors, j'ai jamais vu dans toute ma recherche un groupe criminel qui va beaucoup travailler pour recruter quelqu'un. Normalement, je vois le contraire. Beaucoup de jeunes très vulnérables qui n'ont pas pu étudier, qui n'ont pas pu s'intégrer dans le marché formel de travail et qui vont un peu faire la quai pour pouvoir accéder à une position rentable financièrement, économiquement dans les marchés illégaux. C'est clair que les conditions de vulnérabilité énormes dans la ville de Cayenne, mais aussi dans le site d'orpaillage, des énormes inégalités, etc. Elles vont jouer comme offre de personnes, de manœuvres, de jeunes qui vont pouvoir être recrutés par ces puissances qui sont les groupes criminels, les factions, et pas que brésiliennes. Il y a beaucoup d'autres groupes criminels qui sont implantés dans toute la zone nord de l'Amérique du Sud, y compris la Guyane. Dans le cas de la criminalité organisée au Brésil, les prisons sont centrales pour les factions. Elles sont nées dans les prisons et elles sont implantées dans toutes les prisons du pays et elles utilisent un peu la politique d'incarcération à son faveur. Ça veut dire quand on pense normalement qu'on a fini un travail de police très bien fait avec beaucoup d'enquêtes, etc. et les personnes sont arrêtées, on pense ah là elles vont être isolées et là elles vont être neutralisées. Ce qui se passe dans la vie réelle, c'est que
la vie continue. Et les factions qui sont nées dans les prisons et qui travaillent dans et hors mur avec beaucoup de coordination il y a longtemps. Pour la faction, ça ne change pas grand-chose si quelqu'un est arrêté. Pour la personne, ça c'est très mauvais. Bien sûr, personne ne veut être arrêté. Mais pour les structures de pouvoir de la criminalité organisée internationale aujourd'hui, être dans ou hors prison, c'est des positions différentes d'un même réseau. Si on pense la littérature sur les prisons en sciences sociales, elle va partir de cette idée d'institution totale, un peu isolée du monde. Après, elle va dans un deuxième moment montrer la porosité des prisons, qui ne sont pas du tout des institutions totales isolées du monde. Au contraire, elles sont très perméables à ce qui se passe hors mur. Et plus récemment, avec beaucoup de recherches sur les marchés illégaux, on arrive même à avoir des travaux qui vont montrer que les prisons, elles sont des hubs, sont des espaces centraux pour la coordination des marchés illégaux transnationaux. Ça veut dire que les prisons ont une position très importante dans la lutte contre la criminalité organisée et vraiment penser le système carcéral comme un système qui est la fin du processus de système de justice, etc. Ce n'est pas du tout la façon dont la sociologie elle pense les prisons. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire face à tout ça? Bien sûr qu'il y a dans la fin de notre rapport, on fait de recommandations plus générales liées à une espèce de recherche appliquée de comment faire la compréhension générale du problème. Après, comment on pourrait faire en prison pour repérer un peu plus ces types de criminalité organisée. Mais le problème, il n'est pas résolu. On n'a pas une solution magique pour quelque chose qui est beaucoup plus large. Mais tout notre effort de recherche, de bien comprendre la dimension transnationale des marchés illégaux, ce qui se passe en Europe lié à la criminalité organisée, on fait beaucoup de recherches au port du Havre. On fait beaucoup de recherches sur les marchés illégaux, le blanchiment d'argent qui connectent Dubaï, Doha, d'autres parties du monde à une accumulation criminelle ici en Europe. On voit que le problème il n'est pas national, il n'est pas local. Il y a quelque chose à faire dans une dimension européenne. Il y a beaucoup d'actions qu'on pourrait faire côté recherche pour connaître la situation. Elle n'est pas encore connue, mais aussi du côté des forces de sécurité publique, police, justice, douane, etc., pour des actions plus effectives. Je dirais, comme chercheur, que ce qui m'intéresse, c'est surtout de connaître les problèmes. On n'est pas bien placé pour résoudre la situation. Mais c'est sûr que quand le plus on connaît le problème, le plus on voit que le problème est beaucoup plus important qu'on pense et que les solutions, elles sont loin d'être définitives dans ce moment.